Viens t'asseoir près de moi, petit ami. Dis-moi sincèrement que tu m'aimes et promets-moi que tu seras. Bonjour chez vous, bienvenue à un autre rendez-vous de l'heure du conte. Alors, on poursuit notre périple avec Tipol et compagnie, et tout son environnement. Et on rencontre Jean-Claude. Salut Jean-Claude. Salut Rosette, t'es de bonne humeur? De bonne humeur. Bon, moi aussi. J'arrive d'un voyage d'une quinzaine de jours à Howland, puis j'étais en pleine forme, j'ai eu le temps d'écrire. C'est dans quel coin en Ontario, ça? C'est pour se situer? C'est en arrivant, c'était une trentaine de milles avant Kingston. OK. Alors, c'est de la parenté à toi qui vit dans ce coin-là? C'est de la parenté à moi, c'est mon beau-frère Jack, qui est un importateur, qui, entre petites parenthèses tout petites, là, qui dit qu'il nous invite à son chalet. Mais son chalet, moi, je l'appellerais plutôt un château. Ah bon? Hein? OK. Ben, quand tu parles de 7 chambres de bain, là, puis de... Ouais. Hein? Ça commence à faire ça un camp, dépasse le chalet. Ça commence à faire un beau camp, ça. Comme dirait l'autre. Et moi, je m'excuse dans le parole, j'ai la chance, pendant que je vais là, d'avoir un appartement où je peux aller me cacher pour écrire. Ah oui. Complètement insonorisé, puis... Ben, c'est ça que j'allais te demander, justement, parce que je pense que c'est un pélerinage annuel que tu te permets pour aller jeter les bases d'autres textes. Hein? Pour te montrer ça, j'ai 5 cahiers que j'ai écrits, 25, 26, 27, 28 et 29. C'est un voyage qui est profitable. Oui. Hein? C'est presque annuel, je présume, depuis quelques années. C'est annuel depuis quelques années. Alors, Jean-Claude, on enchaîne notre propos là où on en était. On va se resituer un tout petit peu pour les gens qui nous écoutent. Afin de... chers amis, ceux qui nous écoutaient religieusement, là, comme j'en connais plusieurs, on est Léopold, dis-je bien, s'en venait avec sa voiture, sa femme, Petit Paul, parce qu'ils vont conduire Petit Paul. Et ils s'en vont à Saint-Anne-de-Beaupré pour l'instant. Et il rencontre au pied de la côte à Metlin. La côte à Metlin, dans ce temps-là, elle existait. C'est aujourd'hui où sont les gros remparts de pierre, là. Quand on monte, on sort de Saint-Île-des-Caps. On sort des Caps. On sort des Caps, oui. OK. Ah oui, les parois, là. Oui, les parois de chaque... OK, oui, d'accord. Parois, c'est synonyme, on s'entend bien. Mais dans ce temps-là, on montait sur le dessus de la côte avec les autos, puis on descendait dans le trou, puis là, il y avait un moulin-ci qui était mu par un ruisseau, puis le propriétaire étant un M. McLean, de là l'appellation la côte à McLean. La côte à McLean. Voilà, tout s'explique. Bon, ça fait qu'il y avait un monsieur là qui avait, parce que vous savez qu'on est durant la guerre, hein, on est en 42, puis les pneus d'automobile étaient très, très rares, les gens se promenaient avec des pneus rechappés, des pneus usés à la corde, si bien que souvent, il y avait plusieurs, j'ai envie de dire, des patchs dedans pour que le monde comprenne bien. Et ça dessoufflait à l'occasion. Et c'est le cas qui nous occupe, là. L'auto est arrêté là, le monsieur il venait de changer son flat pour employer ses paroles, c'est ça que j'ai dit dans le texte. Et il s'est aperçu que le pneu était quasiment à terre. Fait que Léopold est arrivé, puis il a placé sa voiture à côté de la sienne, puis il vous a expliqué son boyau, là, puis tout ça, bon. Puis là, il dit, vissez ça, là, puis vous allez en avoir de l'air. C'est là qu'on était rendu, ça a été les dernières paroles. Normand me les a répétées hier. On prend de l'air. L'homme s'exécuta et quelques instants plus tard, son pneu était parfaitement gonflé. Il se confondit en remerciements, s'informa où il pouvait se procurer un boyau semblable et tendant un 5 $ à Léopold qui refusa. Et il répondit que c'était une invention d'un de ses amis à Baie-Saint-Paul et qu'il n'y en avait pas sur le marché. Léopold allait repartir quand l'homme laissa tomber le billet tout chiffonné par la vitre et le remercia encore. « Ça va payer ton gars ?» philosopha un petit Paul tout souriant. Ils étaient dans les chenaux quand Léopold dit « On arrive à Saint-Tite, là, mais t'as bien l'air silencieuse, ma femme. »« Ben, j'ai pas arrêté de prier pour pas qu'on fasse de crevaison, lui dit-elle. »« Ouais, ben, t'as été exaucé jusqu'ici. » Il ajouta donc « On traverse Saint-Tite, là, puis on descend les côtes de la Miche, puis on tourne Saint-Joachim, puis Beaupré, là, puis Saint-Anne, c'est collé, ça. » dit-il en lui souriant. « Donne-moi encore un quart d'heure, puis on sera prêt à prier à Saint-Anne. » « Continue de prier quand même, dit-elle, en tout cas.
L'église basilique de Sainte-Anne. Comme l'avait promis Léopold, 15 minutes plus tard, il descendait dans le stationnement de la basilique. Cache le lunch à l'abri du soleil, demanda Léopold. Oui, c'est déjà fait, fit Paul en fermant la portière. Ensemble, ils entrèrent par l'entrée latérale et montèrent à la grande basilique que nos trois amis trouvaient immense. En passant devant un des nombreux petits hôtels latéraux, ils virent un prêtre qui s'approchait pour célébrer sa messe. Ils se collèrent à sa balustrade et entendirent cette messe religieusement. Le célébrant leur offrit la communion en même sa grosse hostie qu'il avait fractionnée pour eux. Petit Paul avait les yeux grands. Le prêtre les bénit tous, puis en sortant, il s'approcha encore d'eux, leur traça chacun une croix sur le front en disant « Allez vous agenouiller devant la statue miraculeuse et demandez vos besoins à la bonne Sainte-Anne. » Il les bénit avant de les laisser. Ils obéirent au prêtre, s'agenouillèrent devant la statue miraculeuse et prièrent longtemps avant d'aller vénérer la relique de Sainte-Anne et sortirent pour aller manger, tandis que Paul s'étonnait du nombre de béquilles, de cannes et d'orthèses qu'il avait vues au pied de la statue. Impressionnant. Oui. T'as-tu quelque chose à dire à propos de ça? Toi? On est toujours à Sainte-Anne? Oui. Bon, on peut peut-être faire une petite parenthèse, si tu le veux, pour montrer, et Normand va nous faire voir ça à l'écran, le premier numéro de la revue de Sainte-Anne. Les gens connaissent bien les Annales de Sainte-Anne. Hein? C'est un... Les premières, c'était épais comme ça. C'est-à-dire que là, on a l'équivalent peut-être de 2 ans. Qui a été relié. Relié, c'est un volume relié. Mais les Annales de Sainte-Anne, qui sont publiées encore aujourd'hui, c'est une des plus, moi je pense que c'est un des plus anciens périodiques canadiens-français. Ben oui. Sinon, le plus ancien, sans interruption. OK? Et là, ici, on a le premier numéro. Et ce qui est curieux, quand on regarde le premier numéro des Annales de Sainte-Anne, c'est qu'il n'est pas publié à Sainte-Anne-de-Beaupré, mais bien à Cap-Rouge. À Cap-Rouge, où il était édité. Et on est au mois d'avril de 1873. Alors, volume 1, numéro 1, c'est quand même pas, c'est pas commun qu'on en retrouve dans un état. C'est précisément parce qu'il a été relié, je pense, au fil du temps, qu'il est aussi bien conservé. Sinon, en fascicule seul, c'est quasi introuvable. C'est introuvable. Moi, je m'excuse de la parole, j'ai toujours lu, depuis que je suis petit gars, les Annales de Sainte-Anne. Chez nous, maman recevait ça mensuellement. Puis chez nous, après ça, quand j'étais marié Pauline, c'était abonné. J'ai toujours lu. Puis il y avait, encore un petit détail, tu sais qu'il y avait une page de généalogie à la fin. Je les ai presque toutes ramassées au fil du temps. Le père, dont le nom m'échappe, avait une chronique généalogique à tous les numéros, pour toutes les familles du Québec, évidemment. Et juste rajouter en terminant, Jean-Claude, c'est que c'est un périodique qui compte ses abonnés par million. Et dans 2 versions, français et anglais. Et je vais montrer aussi à l'écran, Normand va nous faire voir ça, un 78 tours qui date des années 40, à peu près début 40, que la basilique de Sainte-Anne produisait pour les touristes américains. Ils sont seulement qu'en version anglaise. Alors, c'est la prière de Sainte-Anne, ou encore c'est une autre sur ici, une autre affaire sur le sanctuaire de Sainte-Anne-de-Beaupré, en fait, une description du sanctuaire en version anglaise, destinée aux Américains, comme on sait, qui sont très nombreux. Alors, c'est quand même des 78 tours qui sont rendus assez rares, d'autant qu'ils datent des années 40. Voilà, c'est une petite parenthèse puisqu'on est à Sainte-Anne-de-Beaupré. Merci beaucoup. C'est justement très à point, c'est très important. Parce qu'on continue, là. On continue. On dirait qu'il y a des grandes tables là, pour manger là-bas, là. Puis, écoutez, va chercher le lunch, Paul, va, s'il vous plaît, pendant que je nous trouve une place. Le bout d'une des rangées des grandes tables était libre, et il s'assit, et d'un coup d'œil rapide, Léopold dit... Non, on part avec celle-là. C'est continue de prier. Là. On a une des belles places. On voit la montagne, le séminaire, la basilique. Mangeons, là, le ventre commence à me crier. Puis Léopold en mordant dans une tranche de pain. Parce que vous savez qu'elle les a donnés avant de partir. Tu te rappelles, les lunchs qu'on a décrit l'autre fois. Bon. Puis Paul se leva en disant, ça serait bon de boire de quoi être chaud. Hein, Gabriel? M'en le voir. Il revint tenant un cabaret. Dans un cabaret, dis-je, 3 tasses fumantes. Tenez, dit-il, 3 bons cafés avec du sucre. J'ai pas remporté de lait parce que je sais qu'on en masse.
Gabriel le remercia alors qu'il ouvrait la bouche pour dire « J'ai quasiment pas vu de monde comme nous autres. C'est toutes sortes de races qui parlent toutes sortes de langues. J'ai jamais vu ça. » Ben, tu sais très bien que... On sait bien qu'à Sainte-Anne, Bon. c'est des gens qui viennent de partout. C'est ça. Quand ils furent bien rassasiés, la belle Gabrielle suggéra d'aller acheter quelques souvenirs avant d'aller chercher Jean-Charles. Elle acheta au moins une douzaine de médailles de Sainte-Anne, en plus d'une petite statue pour sa grand-mère et une réplique de la basilique toute dorée. En souvenir pour nous autres, dit-elle à Léopold avant d'ajouter. Allons faire bénir tout ça, là. Bon. Et ils entrèrent par l'arrière et virent un prêtre en état de surplis. Ils se présentèrent à lui en déballant tous leurs achats, et le gentil Madame Toriste, dis-je bien, imposa la relique de Sainte-Anne sur les objets religieux, et la leur fit générer à tous. La belle Gabrielle se rapprocha du prêtre et toucha son ventre en disant « Mon bébé ». Le religieux fit signe que oui, fit une croix sur le ventre, essuya la relique et lui dit à l'oreille « Allez en toute confiance », et il lui sourit. Là, on va parler d'un arrêt au monastère. Ils sortirent et Gabrielle, religieuse, radieuse, c'est mieux. Radieuse, oui. Ils sortirent et Gabrielle, radieuse, leur donna la main pour se rendre au séminaire. Tout de suite, à droite, en entrant, ils virent un vieux religieux derrière un comptoir. Ils lui demandèrent pour voir « Mon frère Jean-Charles », précisa le pèlerin. Il le demanda au télévox et leur fit signe de s'asseoir. Seulement quelques instants plus tard, le séminariste entra. En les apercevant, il courut serrer la main de son frère, embrasser la radieuse Gabrielle et serrer Tipol dans ses bras. « T'étais pas loin ?» lui dit son frère. « Non, non, ici à la bibliothèque où je cherchais une étude. »« Vous allez voir maman ?» questionna-t-il. « Non, fit Léopold. On s'en va sur François, puis on voudrait t'emmener avec nous autres. Penses-tu que tu peux avoir la permission? » Je crois que oui. Attendez-moi un instant, je reviens tout de suite. Et en autant que vous me le rameniez ce soir, oui, dis-je bien, en autant que vous me rameniez ce soir. Viens-t'en, là, tu seras ici de pas tard, lui répondit son frère. Ils arrivèrent à l'auto, Paul laissa monter Jean-Charles à sa place, tandis qu'il s'appuyait une fesse sur le siège arrière qui portait déjà sa grosse valise. Puis là, on s'en va vers Saint-Fériol. Et ils reprirent la route vers Beaupré, puis celle de Saint-Fériol, tandis que Paul racontait tout. C'est là, qui est là, cria-t-il, la maison rouge, là, sur le dessus de la côte, là, dit-il encore. Le char à François n'est pas là, fit Léopold en arrêtant l'auto. La messe est à 9 heures à Saint-Fériol, ben attendons-la encore un peu. Oui. Bon. Ils étaient tout juste descendus de l'auto que l'automobile de François s'arrêta juste à côté, le klaxon au bout. Ce que vous venez faire ici, cria François en commençant à les saluer. Je viens te ramener un petit Paul dischargé de l'armée pour te demander quelque chose. Oui. Les discharges de l'armée, on prend-tu une minute? On prend-tu un exemple, par exemple, oui. avec celui-là? Oui. Hein? Oui. Tu peux nous l'expliquer? Une décharge, d'abord, c'est quelqu'un qui est... Qui dit que l'armée, lui, le remet en libère. liberté, il n'appartient. On le libère, comme tu dis, on le libère de l'armée. Ça, cette libération-là, mes amis, vous allez peut-être voir des noms, mais c'est le nom de M. Origène Dufour, bien connu, qui m'a fourni toutes ces explications-là avant qu'il décède. J'allais le voir très souvent à son foyer, puis il me racontait beaucoup de choses que j'ai décrites dans le livre, que c'est lui qui m'a raconté. Okay. Ça, c'est sa discharge à lui, M. Origène, en 1943, alors qu'il avait suivi tous les entraînements, et puis qu'on avait décidé qu'il n'irait pas l'autre côté. De l'autre côté. Voilà. Bon. Il est soustrait pour des raisons physiques, des raisons... Non, des raisons de contingentement. Là. Il y en avait assez. OK, il y en avait assez. OK. Jean-Claude, puisqu'on parle de ça, on y reviendra tantôt, puis au retour de la pause, on parle un petit peu de Saint-Fériol, où est rendu là. On parlera un petit peu d'un endroit particulier à Saint-Fériol, OK? Puis on va se reposer, là? Oui, on se repose un peu, puis on vous revient dans quelques instants. À tout de suite. Adieu, ma chère petite amie, je pars pour un lointain séjour. Mon beau pays. Adieu,
ma chère petite amie. Je pars pour un On est de retour lointain et on séjour. disait juste avant la pause, Jean-Claude, qu'on était dans le coin de Saint-Ferréol. Mhm. Et à Saint-Ferréol, il y a un endroit qui a été longtemps un site touristique majeur, mais aussi un site économique majeur, parce que c'est la centrale des Séchutes. Hein? Qui La centrale. fournissait, entre parenthèses, de l'électricité pour le fonctionnement de l'usine de Clermont. OK. La grosse partie Ah oui. de l'électricité qu'elle produisait servait à alimenter l'usine de Clermont. Elle produisait à peu près 25 mégawatts par année, cette petite C'est ça. centrale-là, sur la rivière Sainte-Anne-du-Nord. Comme Ah tu oui. dis. Une centrale qui, quand même, on peut rappeler aux gens, qui a été construite en 1916 Mhm. et qui a été en opération jusqu'en 1983. Mhm. Et c'est par la suite, donc, la MRC de la Côte-de-Beaupré, le village de Saint-Ferréol et Hydro-Québec ont converti la centrale en un site historique, un site touristique. Alors, on avait reconstitué le village où vivaient les travailleurs de la centrale à l'époque où elle fonctionnait. Mhm. Et c'était très intéressant. Des sentiers pédestres un peu partout, des panoramas, hein, aussi des belvédères aménagés à Ouais. différents endroits. C'était magnifique. Ça a cessé en 2400, Mhm. hein, l'opération du site touristique comme tel. Ah bon. Ça coûtait trop cher à opérer. Hydro-Québec a décidé de mettre la clé dans la porte. Et puis la centrale n'était plus de façon rentable pour l'époque. Pour Il aurait fallu la l'électricité. retaper C'est complètement. Et donc, c'est maintenant un site complètement abandonné. Ouais. Eh On ne oui. peut plus visiter. On ne peut plus visiter. Maintenant, Ah, c'est ça une va pas perte ça. pour la Côte-de-Beaupré, hein, parce que c'était un site touristique Ben oui. qui accueillait quand même quelques dizaines de oui. milliers, 20 à 30 J'ai 000 été personnes visiter par ça année. plusieurs fois, moi. puis Oui, moi, je suis c'était- déjà allé avec des groupes d'élèves à l'école à l'époque, et c'était intéressant à visiter, surtout la partie reconstituée du village, là, tu sais, où vivaient les travailleurs de la centrale. Là. Alors, ça a été acheté par Hydro-Québec lors de la nationalisation là, en 63. là. Exactement. En 63. Mais- Bon, voilà. Peux-tu Ouais. parler, je vais rajouter juste un Allez. petit mot à propos de l'électricité. Quand je t'ai dit tantôt que ça alimentait le La moulin Denehoux. de Denehoux à Clermont, moi, tu sais que je suis né à Clermont. Mhm. Puis les machines à papier arrêtaient le samedi soir, puis repartaient le dimanche soir. Fait que pour partir la machine à papier, pour qu'il soit opérationnel à minuit, on commençait, ce qu'on disait à Clermont, ça il commence à starter, là. Puis là, on voyait des chutes de tension, on voyait baisser, Ah ouais. puis varier, puis la lumière, parce que Il y avait une ligne de transport d'énergie tracée entre Passée en Saint-Ferréol, arrière. par en arrière, jusqu'à Ouais. Clermont. Qui existe OK. encore. Qui existe encore. Ah Ouais. bon? En tout cas, ça allait jusqu'à un moment donné où ce que papa disait quand il n'était pas de service. Tiens, un breakdown, ça veut dire tout était tombé, puis il n'y avait plus de Ah, champ. oui. Il y a des variations de pression. Les fameuses centrales privées à l'époque, c'était ça. C'est ça. C'était tout le temps ça. Jusqu'à ce que Hydro-Québec reprenne ça et remette les machines à neuf. Et bon, on connaît la suite. Bon. Il était tout juste descendu l'auto, c'est là que j'étais, c'était une félicite, j'ai dit ça. Bon, les deux belles-sœurs, encore les bras l'une de l'autre, dis-je bien. Quand Paul vint, lui aussi, s'associer à eux et demandait à Marie-Blanche, tu connais son nouveau? Oui, oui, parce que vous savez très bien qu'ils vont avoir la voir, ben, vous allez la prendre tantôt, parce qu'elle est enceinte, là, Ouais. de Gabriel, puis ils vont demander à Marie-Blanche et à François d'être parrain, la Maureen. Oui, oui, dit-elle en s'essuyant les yeux. François s'approcha à son tour, embrassa Gabriel en disant je devine ce que vous voulez nous demander, là. La réponse c'est oui, certain, certain, ajouta François en faisant un signe à son frère de les rejoindre. Vous voulez que Marie-Blanche puis moi, ben, on soit les parents puis la marraine de l'enfant que tu portes. C'est clair. Il n'y en avait pas d'autres que vous autres, dit Léopold en donnant la main à son frère. Les garçons, eux autres, questionna Paul. Chez papa et maman, lui répondit Marie-Blanche en les invitant à entrer. Serre-nous de quoi pour célébrer ça au plus vite, la Marie-Blanche, demanda François. Gabriel et moi, nous prenons du vin de cerise à maman, fit Marie-Blanche en servant les hommes. Au deuxième verre, Léopold demanda la parole. Ce que vous ne savez pas vraiment personne, là, vous autres, là, c'est François et moi, on a déjà eu un gros désaccord. Il a repris une grande respiration et ajouta. François voulait qu'on bûche la terre chez nous, puis moi, je n'étais pas d'accord. C'est là qu'il est parti pour Beaupré, parce que notre père connaissait un M. Harris, un des boss de la compagnie Abitibi. François se leva à son tour.
C'est là que j'ai rencontré le fils du monsieur Harris, là, que papa parlait, là, qui m'a engagé tout de suite, puis qui m'a emmené coucher chez eux, où Marie-Blanche travaillait. C'est elle qui avait soin de sa vieille mère. Bon, puis à son tour, Léopold. Mon frère puis moi, là, hein, on a refait la paix. Comment nous a envoyé coucher ensemble le soir de nos fiançailles, dis-je bien. C'est là. Voyons. Ça, là, c'était la veille qu'on abatte le gros pain, tous les deux. C'est pour vous prouver qu'il n'y a plus rien qui accroche entre nous autres, qu'on t'a demandé d'être le parrain, et toi, Marie-Blanche, d'être la marraine. Ouais. Vous vous rappelez, dans les premiers tomes, tu as lu dans le 1 puis le 2, l'histoire du gros pain, tu te rappelles de ça? Non, Non. rappelle-nous ça, là. Mais en 2 mots, le gros pain, il y avait un immense pain sur la terre, sur cette terre-là. Puis Léopold avait trouvé à vendre 2 morceaux de 12 pouces par 24 pouces par 40 pieds de long. C'est-à-dire, il avait trouvé à vendre un arbre assez gros pour faire ces 2 morceaux-là pièce de cette taille-là. au moulin au Dillon Moellé, ici Ouais. à Baie-Saint-Paul. OK. Bon. Puis là, ben, il s'agissait d'abattre ça. Puis c'est là qu'en faisant l'appel, puis tout ça, le lendemain, il avait abattu l'arbre avec un gars d'or de 6 pieds, puis un de 4 pieds pour faire la natche, puis tout ça. Puis sortir ça avec 3 teams de chevaux, puis tous les détails. Il devait être beau, debout. Il était beau debout, Il devait puis il être beau était debout. impressionnellement couché Ouais. aussi. Ouais. Puis en tout cas, pour te dire que il y avait un monsieur qui avait vu ça, un monsieur qui travaillait pour Sienne, puis il avait besoin d'un 12 pouces carrés de 40 pieds, lui. Puis là, il avait été acheter ça, l'autre bout, la suite de l'arbre. Ah oui. Puis le lendemain, il avait rapporté ça pour faire C'est un 12 pain pouces. qui fait dans la centaine d'années, à peu près. Non, dans ce temps-là, c'était plus que ça. Il était là du temps de... Je me rappelle pas, là, j'ai écrit ça dans ce temps-là, j'avais des renseignements précis. Environ. Il avait compté, c'était 200 quelques En années. 200 quelques, quand Ouais. même. Ouais. C'est très vénérable. C'est très vénérable. Très vénérable, respectable. Puis là, ben, il y avait un jardin de pins comme ça, là, sur cette terre-là. Puis c'était le seul qui avait laissé mûrir à ce temps-là. C'était l'ancêtre de tout ça qui avait probablement généré tout le reste du peuplement. Puis pour venir à te dire que c'est là que les gens de bateau du coin allaient pour se choisir un mât de bateau. Ouais. Hein? Ça devait être du pain rouge, comme ça. Bien, il y avait du C'était pain du rouge, pain il y avait du rouge. pain blanc, mais c'était du pain rouge dans ce cas-là. Pain rouge qui ne pourrit Il ne pas, pourrit pas. qui est dur. Ah oui, pour les mâts de navire ou pour les coques Ouais. de Puis là, navire, c'était le bois idéal. J'avais décrit comment il avait fait ça dans le reste du volume. Il avait réussi à descendre ça en bas. Puis au printemps, il avait creusé avec la pelle à cheval puis une charrue pour l'enterrer, pour qu'il reste là 6 mois pour que l'écorce décolle. Puis il enlevait ça après, puis là, il allait le livrer au monsieur des bateaux qui le frottait, puis qui mettait de l'huile de lin. Puis C'est d'ailleurs ces super grands pins de la baie Saint-Paul sur les versants du Cap, là, et qui ont mené, Jean Talon a mené ici des grands chantiers de battage de pins pour satisfaire la marine marchande française. Hein. C'est ça. Et tu sais qu'il y a une anecdote concernant ça. Dans les rapports que Jean Talon adressait au roi de France, il en mettait concernant la qualité et la grosseur des arbres qu'il coupait ici. C'est ça. Et Louis XIV, dans ses mémoires, quand il écrivait plein de choses, il a écrit dans ses mémoires qu'il avait rêvé des pins de la baie Saint-Paul, seulement qu'à partir des dires des rapports de Jean Talon concernant les pins. Alors, on peut dire que baie Saint-Paul apparaît dans les mémoires de Jean Talon, du roi de France, Louis XIV. Ben oui, c'était des choses de moment, parce que le vieux M. Saül, dont je parle souvent dans mon chose, là, quand il parle de le grand-père de mon grand-père était là quand ça s'est passé, fait qu'au temps de Jean Talon. Puis là, il décrit l'arrivée du Français à moitié chaussé, puis c'est lui qui avait fait ses premiers bottes sauvages là, pour le chausser comme il faut. Puis il était venu le payer l'automne d'ensuite avec un petit contenant de goudron, qui était une solution Qui merveilleuse. faisait partie aussi de la récolte avec l'abattage des pins également. Eh oui. On coupe ton propos, mais on n'y rien. Ben, mais écoute, tu es encore, tu es encore avec les descendants.
Les deux frères se levèrent, se collèrent et s'essuyaient chacun un œil. Ils ont fait l'appel, puis ils se rappellent de ça. Puis bon. Si Paul sort ton violon, là, c'est le temps, demanda le Rédemptoriste. La musique joyeuse les amena jusqu'au succulent repas qu'ils savourèrent en riant de bon cœur. Après le repas, Léopold demanda « Comment se t'arranges ça pour petit Paul, là? » « D'abord, mon frère, là, hein, tu partiras pas de suite avant 4 heures. Bon. Si Paul, lui, m'a le descendre coucher sur les parents de Marie-Blanche à Beaupré, en allant reconduire Jean-Charles, puis je vais reprendre les garçons en remontant, là. En remontant Tipol. Puis Tipol, lui, demain matin, là, il va s'en aller à pied. À la gare, c'est à 5 minutes d'être là. Puis là, un de mes hommes va l'amener à l'office. Puis quand il sera engagé, il va me le remonter au camp avec sa valise. C'est-tu bien compris? Il prit une grande respiration, il ajouta. On tient bonne page. Non, mais pas bon. Va-t'en par là. Celle-là. Bon, ben, à cette heure, là, On avait perdu la page tantôt. On va trop parler, là. On étire la sauce, hein, c'est pour ça. On perd. OK, on est rendu. Des fois, de la sauce vient claire, d'abord. Allez. Bon, ben, à cette heure, là, tu vas nous servir chacun un verre, on va jaser encore, puis je vais t'expliquer comment tu vas t'en retourner par Saint-Fériol. Là, tu vas sauver 3 gros quarts d'heure, puis tu brasseras pas Gabriel d'un côte de la miche. Là. Bon, continua-t-il, à la santé de notre filleule, ma femme. Là. Et il alla toucher délicatement le ventre de Gabriel pour aller ensuite choquer le verre de son frère et s'asseoir près de lui. On continue avec au bureau de l'Abitibi Paper. Vers 8h15 le lundi matin, Tipol avait dormi chez les parents de Marie-Blanche, M. et Mme Giguère, comme on l'a dit tantôt, quittaient leur maison pour se rendre à la gare, afin d'y trouver l'homme que François avait chargé de le conduire au bureau de la compagnie Abitibi Paper. Il répara facilement son guide, le salua et le remercia de s'occuper de lui. Celui-ci hocha de la tête avant de dire « Boss François m'a dit, occupe-toi de lui comme faut. » Il le fit monter dans son auto et seulement quelques instants plus tard, il était devant les bureaux de la compagnie. Le guide, sur lequel François comptait beaucoup, descendit de voiture, entra à la porte principale en compagnie de Tipol, qui tenait son diplôme bien enroulé. Il demanda à la secrétaire qui s'était approché d'eux. « C'est M. Paul Lajoie qui veut rencontrer M. Harris de la part de M. François, mon patron, dit-il à l'élégante secrétaire, qui la pria de s'asseoir. Elle revint quelques instants plus tard et dit à Tipol, « M. Harris vous attend, veuillez me suivre. » Elle le précéda jusqu'à la porte entrouverte, où elle le laissa entrer en disant, « M. Harris, voici Paul Lajoie, et elle referma la porte. » Tipol répondit timidement à la salutation du patron, qu'il fit asseoir en face de lui. « Un premier de classe qui postule un emploi chez nous, la compagnie retient à l'embaucher. Surtout si c'est quelqu'un comme François qui le recommande, lui dit-il d'entrée de jeu. » Jean-Claude, Alors, on doit faire un arrêt pour se retrouver une prochaine émission. Le temps nous bouscule. Et puis moi, mon boss est devant, là. Et bon. Alors, on enchaînera ça dans la prochaine émission. On va se rappeler ce qu'on est rendu. On va s'en rappeler, j'imagine. OK. Alors, écoutez, on vous souhaite portez-vous bien, messieurs, dames, puis nous autres, on vous revient. C'est de valeur que les émissions ne soient pas plus longues que ce qu'on peut vous donner. Mais on a des choses à dire, et on en a encore pour longtemps. Alors, on se retrouve à une prochaine émission. Bonsoir chez vous ou bonjour chez vous, selon le cas. Portez-vous bien tous. Bye-bye.